Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir maintenant Monsieur Nicolas Bouzou, président des Rencontres de l'Avenir, Monsieur Emmanuel Ladan, directeur de Carbios, et Madame Marie Vizot, rédactrice en chef du Figaro Économie, ainsi que Monsieur Frédéric Dabi, directeur de l'IFOP. Bon, écoutez, on est évidemment ravis, une fois de plus, de vous retrouver pour ces 3 jours. Alors, je remercie évidemment le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, avec qui on a construit ces rencontres qui sont devenues l'un des principaux événements de débat culturel, politique, d'idées dans le pays. Je crois qu'il y a très peu d'événements qui reçoivent autant de monde, qu'il s'agisse du public ou des intervenants. Et je suis très heureux que Saint-Raphaël soit devenu la capitale régionale du débat. Ça, je pense que c'est absolument acquis, mais que la ville soit en train de devenir vraiment le lieu en France où on discute le plus des grands sujets d'avenir et où surtout on essaie de trouver les chemins qui vont nous permettre de construire un avenir meilleur. Parce que c'est ça l'identité de ces rencontres, et plus encore cette année où bien évidemment on est tous très éprouvés, pas que cette année d'ailleurs, mais depuis le Covid, la guerre en Ukraine, les attentats terroristes commis par le Hamas, la montée de l'antisémitisme aussi. Donc on évolue bien évidemment dans un environnement qui est anxiogène. On va parler de la question écologique et du réchauffement climatique en ouverture de ces journées, mais il est clair qu'on est dans un environnement qui est un environnement difficile, mais ça rend, je pense, ces rencontres de l'avenir encore plus indispensables, dans la mesure où, pendant ces 3 jours, on ne va pas pleurer en permanence sur les problèmes. Les problèmes, on les connaît, on en entend parler absolument toute la journée, mais on va plus se tourner vers les solutions. Et on va commencer par ça ce matin. Alors, Frédéric, qui est évidemment l'un des fidèles, l'un des piliers de cette rencontre, que tout le monde connaît, que tous les Français connaissent, va nous donner une vision assez précise de la vision que les Français ont de l'avenir. Et Marie va mener, comme chaque année aussi, ces débats d'ouverture. Mais l'idée, c'est vraiment celle-ci. Vous voyez, c'est vraiment essayer de comprendre ce que l'on peut faire pour faire en sorte que l'avenir soit meilleur. Parce que ce que partagent tous les intervenants pendant ces 3 jours, c'est l'idée que les démocraties libérales sont tout à fait aptes à relever les défis de sécurité, les défis géopolitiques, les défis écologiques, les défis économiques et sociaux qui se présentent à nous. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Vraiment, encore une fois, je remercie le maire de Saint-Raphaël, les équipes de la mairie, nos partenaires, bien évidemment, dont les noms sont écrits devant nous, qui nous permettent de faire vivre ces rencontres, et puis tous les intervenants et les fidèles, comme Marie Vizot, rédactrice en chef au Figaro. Merci, merci Nicolas de ces mots d'introduction. Alors effectivement, on est ravis de vous retrouver. Moi, je suis ravie à titre personnel de vous retrouver pour cette table ronde d'introduction. C'est effectivement la 6e année. On parle d'avenir avec confiance, comme le disait Nicolas, d'avenir au sens large. Et quand on parle d'avenir, on ne peut pas le dissocier aujourd'hui de la question de la planète, et c'est ça qui va nous animer pour cette première table ronde ensemble. Donc nous avons le plaisir, comme Théo l'a dit tout à l'heure, d'avoir avec nous Frédéric Dabi, qui est le directeur général de l'IFOP, qui a toujours une vision statistique et analytique très intéressante des sujets, Emmanuel Ladan, qui est le président de Carbios, et puis nous devions avoir la ministre de la Biodiversité avec nous, Sarah El Haïry, qui n'est pas là aujourd'hui pour la meilleure des raisons, puisqu'elle prépare l'avenir. Sarah El Haïry est sur le point d'avoir un petit bébé. Donc elle n'est pas là, mais elle nous a envoyé un message et tenait à s'adresser à vous ce matin à travers une vidéo. Et donc, on va l'écouter. Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne peux malheureusement pas être avec vous ce matin, mais c'est pour une bonne raison. J'attends l'arrivée d'une petite fille dans quelques semaines. Et donc je souhaitais vous adresser ce message à l'occasion des rencontres de l'avenir organisées à Saint-Raphaël. Parler d'avenir, c'est audacieux. Nos temps sont troublés et les incertitudes qui en découlent appellent souvent à une idéalisation d'un passé que nous imaginons meilleur qu'aujourd'hui. Et la crainte d'un avenir associé à ces défis est immense. Mais cette illusion du c'était mieux avant touche aussi aux imaginaires autour de l'environnement. Pour certains, l'environnement, c'était mieux avant.
Alors, ils imaginent que la nature plus sauvage, plus riche, plus abondante. Pour ma part, je ne veux pas tomber dans le c'était mieux avant. Moi, je veux construire le ce sera mieux demain, cet avenir meilleur. Ce n'est pas un retour en arrière. Alors certains, oui, pensent à une forme de retour à l'état naturel ou l'état de nature. Je crois en ce qui me concerne à la possibilité, au contraire, de bâtir un monde où l'humain vit en harmonie avec la nature, sans viser un réensauvagement. Nous vivons la 6e extinction de masse du vivant. C'est un fait scientifique. Et la dernière était celle qui avait vu disparaître les dinosaures, donc il y a plus de 60 millions d'années. Ce fait scientifique, nous devons le transformer en action, car nous sommes la dernière génération, et ça c'est vrai, à pouvoir agir pour éviter le pire. Nous ne pourrons pas dire nous ne savions pas. Et donc face à cette urgence de la situation, nous devons revoir alors une partie de nos modes de production, certains modes de consommation, pour d'abord stopper et puis inverser l'effondrement du vivant dans les prochaines années. Et pour inverser l'effondrement du vivant, bien sûr que c'est l'action de l'homme qui le permettra, en régénérant, en restaurant. Et c'est tout le sens de la stratégie nationale de biodiversité que je présenterai très prochainement. Alors cette stratégie, c'est un plan d'action qui est ambitieux, qui est construit avec l'ensemble des parties prenantes, les entreprises, les collectivités, les associations, mais évidemment les scientifiques, les chercheurs, et elle s'inscrit dans le cadre de la planification écologique souhaitée par le président de la République et pilotée par la Première ministre. Pour réussir cette stratégie, on a besoin de la mobilisation de tous, dont je parlais tout à l'heure. Elle a donc vocation à engager l'ensemble des acteurs, publics et privés. Mais surtout, je remets le point dessus, les entreprises dans ce chantier essentiel de restauration du vivant. Et dans ce cadre, j'ai la conviction que les entreprises ont un rôle particulier à jouer. Les entreprises, elles représentent de formidables organisations humaines d'abord, d'hommes et de femmes, qui peuvent mobiliser des énergies, des talents, et ça sur l'ensemble des territoires, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'entreprise, quelle que soit sa filière. Les entreprises représentent aussi de formidables vecteurs d'innovation, parce que c'est bien cette intelligence des hommes et des femmes qui la fondent qui permettent de répondre aux plus grands défis du siècle. C'est un catalyseur et la capacité finalement de faire évoluer notre société. Beaucoup d'entreprises prennent désormais en compte le climat dans leur stratégie, dans leur comité exécutif. Mais la nature reste encore massivement un angle mort de l'ensemble des décisions économiques. Plusieurs raisons bien sûr se posent. La question de la métrique, la question du reporting, il y a des questions qui se posent, mais au-delà de ça, la réalité c'est quoi? C'est que la nature, ce n'est pas un sujet de papillons et de petites fleurs. Ce n'est pas exclusivement un supplément d'âme. C'est un capital sur lequel repose l'économie mondiale. La moitié du PIB mondial repose sur des services rendus gratuitement par la nature. Et si demain, le vivant continue à s'effondrer, c'est la pérennité de notre système économique et social qui est en jeu. Et donc, pour assurer la viabilité de nos business models à moyen et long terme, les entreprises doivent donc identifier leur dépendance à la nature, évaluer les risques liés à l'effondrement de leurs écosystèmes, et donc, du coup, à l'épuisement des ressources. Il en va de fait de la survie de nos emplois, de la réalité de notre souveraineté, et enfin, bien sûr, de la réalité de la richesse que nous créons dans notre pays. Les entreprises doivent aussi innover pour que des procédés industriels participent à la restauration de la biodiversité. Avec la priorité donnée à la nature, je suis fermement convaincue que nous sommes à la veille d'une 5e révolution industrielle. Ces entreprises, quelle que soit leur taille, qui font aujourd'hui le choix de la biodiversité, non seulement pour se prémunir du risque qui pèse sur leurs activités, mais elles peuvent aussi s'ouvrir en réalité de nouveaux marchés. Ce sont des opportunités nouvelles qui s'ouvrent, et pour cela, il faut avoir le quart d'heure d'avance. Les entreprises qui se lanceront dans ces opportunités permettront en réalité d'avoir des avantages concurrentiels certains, au-delà d'augmenter leur résilience, d'accroître leur attractivité en termes de recrutement bien sûr, mais amélioreront leur question de gouvernance, leur fidélisation, et demain de fait seront au rendez-vous du défi que nous avons pour le siècle qui est entamé. Chers amis, vous allez débattre aujourd'hui de l'avenir en commençant par échanger sur l'avenir de la planète. Vous avez décidé de commencer
Bon, évidemment, on remercie Sarah El Haïry pour ces mots d'introduction qui finalement nous permettent de bien poser les bases du débat qu'on va avoir ensemble. Alors justement, avant de commencer à débattre, et pour comprendre la vision qu'ils en ont, l'IFOP est allé interroger les Français sur ce qu'ils pensent de l'avenir, un peu au sens large. Frédéric, si tu veux bien, en introduction de cette discussion, nous donner les grands enseignements de ce sondage et nous présenter les résultats. Oui, merci chère Marie. Bonjour à toutes et tous. Merci infiniment à Nicolas de m'avoir convié et de ce beau partenariat depuis maintenant C'est nous qui te remercions. Des années. C'est un plaisir de N'inversons pas les venir. choses. Malheureusement, je ne pourrais pas rester tout ce week-end. Merci à Frédéric. Il part en vacances et il a décalé ses vacances lointaines pour venir. Voilà, bah non, mais c'était un plaisir et merci à monsieur le maire, à Frédéric Masquelier pour son accueil et puis voilà, de faire vivre le débat, faire vivre la confrontation, la nuance. Effectivement, je vais vous présenter quelques éléments d'opinion sur le regard des Français s'agissant de l'avenir. Un sondage qu'on a mené à plusieurs reprises. On a d'abord mené ça auprès des jeunes, puis auprès des Français. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas réinterrogé les Français sur la question de l'avenir. 4 ans, c'est 2019. Il s'est passé, tu en parlais Nicolas, beaucoup de choses négatives. On est toujours sur cet objectif-là. Voir un peu comment les Français se projettent dans l'avenir, les éléments de réassurance, les éléments d'inquiétude. Malheureusement, il n'en manque pas. Et puis, des questions un petit peu spécifiques sur la planète dans un contexte où, oui, le climat, quand on a commencé ces rencontres de l'avenir, le mot climat même n'était pas un mot signifiant pour tout le monde. C'était les jeunes qui parlaient de climat. On parlait encore de développement durable, on parlait encore d'environnement. Là, on voit que les termes du débat ont été posés par les jeunes et les fameuses fractures générationnelles se sont relativement atténuées, on va le voir. Alors, qui dit sondage dit protocole méthodologique. C'est une enquête qu'on a fait il y a très peu de temps. On a reconduit le même protocole qu'il y a 4 ans. Une mini-France qui a été interrogée sur la méthode des quotas. Quand je dis méthode des quotas, c'est que chaque catégorie de population a été interrogée à son poids, autant sur le sexe, sur l'âge, sur la profession, sur la région. Votre région est bien sûr représentée à son poids. Et puis, par catégorie d'agglomération, la France rurale, qui a des choses à dire sur la question du climat. Les 24% de Français vivant en commune rurale ont été interrogés à leur poids. Alors, je triche un peu. On commence par une question qui n'a pas été faite pour notre rencontre aujourd'hui, mais qui, j'avais envie de dire, donne un peu la toile de fond. L'IFOP, on se vante, allez, à juste raison, d'être le plus ancien institut de sondage, créé en 1938, et depuis une trentaine d'années, on pose une question sur l'optimisme, le pessimisme des Français. Alors, il faut toujours bien lire la question qui a été posée. C'est en pensant à l'avenir. C'est un optimisme de projection ou, plutôt, on va le voir, un pessimisme de projection. Quand on dit que les Français sont plus pessimistes que les autres peuples, c'est plutôt faux. Mais dès qu'on est sur une logique de projection, dès qu'on est sur en pensant à l'avenir pour vous et vos enfants, vous le voyez, on est sur un pessimisme très fort qui n'a rarement été atteint. 74% dans une enquête récente faite fin août, début septembre. Alors, ça avait un petit peu baissé, ça est remonté notamment du fait des émeutes urbaines. Alors ce qui est très notable, c'est qu'à un point près, on est au même chiffre constaté à fin août 2022. Et fin août 2022, c'est un véritable tournant. En 2022, il y a eu l'élection présidentielle et c'est la première fois, quand vous pouvez regarder sur d'autres dates, où après une élection présidentielle, où traditionnellement dans l'imaginaire collectif, les Français débattent, les Français voient les candidats s'affronter autour de projets clairs, de choix de société. Systématiquement, l'optimisme remonte très fortement. C'était le cas après 81, quand bien même le pays était coupé en deux et la crainte d'une partie du peuple de droite que les chars russes ou soviétiques arrivent à Paris, ça paraît très vieux maintenant. C'était le cas au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, c'était le cas après l'élection de François Hollande ou d'Emmanuel Macron. C'est le reflet d'une campagne présidentielle, on le sait, qui a été phagocytée par le Covid, qui a été entravée par la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que c'est une première. On a là un pessimisme majoritaire dans toutes les catégories, y compris les jeunes. Et quand dans cette enquête, on interrogeait qualitativement pour quelles raisons êtes-vous pessimiste en pensant à l'avenir de vos enfants, les Français, de manière sage, ne citaient pas les questions de court terme, l'inflation, le pouvoir d'achat, mais très vite citaient la planète. Et c'est ce qui explique, quand on vient à la première question de notre sondage, donc posée à l'identique par rapport à l'enquête faite il y a 4 ans, novembre 2019, comment on perçoit l'avenir. Eh ben, voilà, on a un tableau relativement sombre, on a un niveau d'inquiétude, l'avenir est inquiétant. Alors,
Il n'a pas beaucoup bougé depuis 2019, mais il est très majoritaire dans toutes les catégories et c'est le reflet de cette logique, alors tu en parlais tout à l'heure, de choc ou de secousse qui laisse, il faut le dire, une opinion publique telle que l'IFOP la mesure dans ses enquêtes, et vous voyez les choses à mon avis ici sur le terrain, une opinion publique exsangue, logique terroriste. On fait l'enquête quelques semaines après Dominique Bernard, hein, les médias en parlent moins, mais en fait, croyez-moi, Samuel Paty, Dominique Bernard, cet enseignant assassiné pour ce qu'il était, je cherche un enseignant, c'est ce qu'avait dit le terroriste, ça a remué le pays, logique de choc avec les gilets jaunes, avec la guerre en Ukraine, avec bien sûr le Covid. On promettait, hein, tout va changer, on sait très bien que l'inertie est souvent plus forte que la rupture. C'est ce qui explique aussi que quand on pose cet item, est-ce que l'avenir est quelque chose d'excitant, on a une baisse de 8 points. Autant c'est stable sur l'inquiétude, mais c'était déjà très haut, donc la logique de choc n'a fait qu'enraciner cette inquiétude. 30% excitant, et ce qui est très notable, c'est là on a une vraie césure selon l'âge, puisque les moins de 35 ans sont une majorité à juger de l'avenir excitant, c'est une bonne chose, et chez les plus de 35 ans, c'est pas des personnes si âgées que ça, on a seulement 20% qui jugent l'avenir excitant. C'est très faible aussi chez les sympathisants de droite et du Rassemblement national. C'est ce que disait un peu la ministre avec, un avenir excitant, mais moins excitant que revenir à l'âge d'or, revenir à une logique de nostalgie, une France Amélie Poulain ou la France décrite par Raoul Girardet dans Mythe ou mythologie politique. Un petit mouvement, est-ce que l'avenir vous indiffère? On avait déjà été frappé par les 12% en 2019, ça monte à 16%, une posture d'exit, une posture de retrait, si je puis dire. On ne veut pas entendre parler de l'avenir. Alors, une autre question plus qualitative, les domaines dans lesquels les changements seront jugés les plus importants, et on voit très bien qu'on a une hiérarchie claire, avec en tête deux enjeux qui ne sont pas des enjeux hexagonaux, hein, qui dépassent le cadre de la France, qui sont relativement anxiogènes, on le voit. La lutte contre le dérèglement climatique arrive en tête. Il n'était qu'en 4e position quand a commencé cette enquête, cette première édition de ce baromètre en 2017, je crois. Les mouvements de population entre les territoires, c'était le premier enjeu en 2019. Alors ce qui est très notable, et là aussi ça tord le cou à une guerre des générations, les plus jeunes comme les plus âgés sont autant à citer la lutte contre le dérèglement climatique. La santé, qui, n'oublions pas, et vous le savez, la première des priorités des Français, notamment depuis la rentrée 2019, c'est-à-dire ante-Covid. Avant le Covid, il y avait déjà l'inquiétude sur l'accès aux soins qui touchait et les métropoles, et la France périphérique, et les communes rurales, et la question, à cette époque, de la grève dans les services d'urgence. Ce qui est très notable sur la longue durée, c'est que le lien avenir, science, et on va voir le lien avenir-progrès est relativement distendu, puisque de mémoire, en 2017, les avancées scientifiques étaient beaucoup plus hauts dans la hiérarchie. Hein, quand la question, c'est dans les 50 prochaines années, les changements qui seront les plus importants. On voit à travers cette hiérarchie des sujets internationaux, des sujets anxiogènes, parce qu'on ne les maîtrise pas et on n'arrive pas à se projeter positivement vers des solutions désirables et heureuse. Alors, deux éléments aussi historiques dans notre baromètre. Bon, la question, bien sûr, est très clairement posée et les réponses sont très claires. Est-ce qu'actuellement, le monde connaît plutôt une période de progrès, une période de régression, ni l'un ni l'autre? Bon, c'est très clair. La régression, l'idée que le monde va mal, prend 15 points en 4 ans. C'est quand même assez significatif. Voilà, ça en dit long sur tous les chocs, sur tout ce que les Français nous disent dans nos enquêtes, la difficulté à se projeter après une succession de crises. Entre parenthèses, ça crée une petite rupture avec un schéma très classique qu'on voyait lors des crises économiques, prenons la crise de 2008-2009, qui était malheur collectif, bonheur individuel. La France va mal, le pays va mal, mais moi, je m'en tire localement, dans ma vie personnelle et professionnelle, mais solidarité. C'est toujours, j'ai envie de dire, heureusement le cas, c'est-à-dire mettre à distance les malheurs du monde, mais dans des enquêtes où les Français s'expriment spontanément, j'ai de plus en plus des discours du genre, mais finalement, la France est assez résiliente, elle supporte les chocs,
Elle a supporté le Covid. Elle est passée de dernier producteur de vaccins, plutôt dernier parmi les vaccinés, au premier. La France entière, mais moi, je m'en tire de moins en moins bien. Et là, dans ce cadre-là, la question de l'inflation, du pouvoir d'achat qui bouleverse les repères est absolument centrale. Avec un chiffre pareil, 68%, c'est majoritaire dans toutes les catégories. Il n'y a qu'une formation politique où l'idée qu'on vit une période de régression est faible sur les sympathisants de Renaissance, du parti présidentiel. Mais même chez eux, l'idée d'une période de régression atteint quasiment 40%. Alors aujourd'hui, une période de régression et dans le monde de demain, alors c'est un peu moins catastrophique, mais on a une même tendance en dépit d'une certaine atténuation. On se projette, l'avenir, ça serait une période de régression. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a une décorrélation entre l'avenir et la science et le progrès scientifique. Et très très clairement, ce que nous montre cette enquête, c'était déjà le cas, mais de peu quand même en 2019, c'est cette décorrélation entre l'avenir et le progrès. Ça ne va plus de soi. Et là, c'est une rupture avec la France du 19e et du 20e siècle, à quelle que soit la période hors guerre mondiale. Alors, des questions spécifiques sur la question de la planète pour ouvrir notre débat. Donc, on a vu, les constats maintenant sont identiques selon les générations, mais sur la question des solutions, du quoi faire, il y a encore un clivage générationnel. Donc, pour lutter contre le dérèglement climatique, est-ce qu'on va être sur une logique, je ne dirais pas punitive, mais plutôt coercitive, changer ses comportements, ou les solutions technologiques vont apporter la solution? On n'est pas sur une logique électorale où il faut seulement s'intéresser à ce qui dépasse 50. 44, 56, c'est assez proche. On a vraiment deux France qui se regardent, une petite majorité, plutôt optimiste, qui considère que oui, on n'a peut-être pas aujourd'hui en tête ni en main toutes les solutions qui permettront de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Et ça, c'est une solution, c'est une vision positiviste qui est surtout, vous le voyez, portée par les générations anciennes, par les boomers, par les plus de 50 ans, voire les 65 ans et plus. En revanche, on est beaucoup plus coercitif, beaucoup plus peut-être, je ne sais pas quel est le bon mot, volontariste chez les plus jeunes, où on est une majorité, jusqu'à même 50 ans, à dire qu'il faudra à l'avenir changer les modes de vie, par exemple en limitant le transport aérien, la consommation de viande. Hier soir, j'ai présenté une étude sur le regard des salariés franciliens sur la technologie et le climat dans le cadre professionnel. Ils ont eux-mêmes intériorisé, y compris les cadres sup qui voyagent beaucoup, notamment en avion, que dans 10 ans, une majorité considère qu'il sera très probable qu'on ne pourra plus prendre l'avion et un tiers qu'on ne mangera plus de viande. Il y a cette posture-là qui est majoritaire chez les jeunes. Alors, en conclusion de cette enquête, alors Sarah Ellery n'est pas venue et je le regrette très fortement, mais le chiffre est quand même assez sévère. Hein. Quel jugement, 6 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron, 1 an après sa réélection, sur la politique française, on ne parle pas du président, de lutte contre le dérèglement climatique. Alors, bon... C'est pas pour ça qu'elle n'est pas venue, hein, parce que je lui avais pas envoyé le sondage. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Et puis je la connais, c'est quelqu'un de courageuse qui aurait argumenté, etc. Mais bon, on va pas regarder thème par thème. On a quand même d'abord une question qui est dure. Une question, c'est pas une bonne fête politique, c'est pas le soutien, c'est une politique efficace. Qu'est-ce que c'est qu'une politique efficace? C'est une politique qui, je dirais, matérialise la promesse du politique qui est changer la vie, qui explique aussi que les maires, MAIRES, d'une manière générale, échappent à la défiance du politique parce qu'ils transforment le quotidien. Et notamment sur la question du climat, petite parenthèse, une enquête IFOP d'il y a 2 ans sur les acteurs jugés les plus capables pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique, arrivaient en tête les citoyens, parce que le climat, c'est une affaire individuelle, hein, c'est des petits gestes, c'est qui mieux que moi peut faire avancer la planète, et arrivaient juste derrière les entreprises et les élus locaux, plus que les élus nationaux. Donc on a un chiffre quand même sévère, puisque 1 Français sur 5 considère que la France mène une politique efficace. On sait que sur la question de l'environnement, du climat, on a une grille de lecture qui s'applique au pouvoir public qui est l'inaction, qui est la déception, le départ de Nicolas Hulot, même si entre nous, je considère que son bilan était plus que famélique, au bout d'1 an,
ce qui se passe sur le glyphosate, à tort ou à raison. C'est un enjeu compliqué, mais c'est perçu comme on n'avance pas sur cette question du dérèglement climatique. Bon, beaucoup de Français ne savent pas. On a quand même, quand on travaille, et c'est pour ça que les élus locaux ont un rôle majeur, quand localement des choses sont faites, on a un soutien qui est fort de la population, mais au-delà d'une critique vis-à-vis d'une politique gouvernementale, c'est aussi un reflet de cette éco-anxiété qui, il y a encore 5 ans, était cantonnée chez les jeunes. Dans nos premières enquêtes, Nouvelle Vague, c'est-à-dire nos enquêtes faites avec l'Express sur la jeunesse française, dans les années 50, la première enquête, on avait 1 tiers de jeunes prêts à mourir pour la France. Dans la dernière enquête, pour mon bouquin en 2021, on en avait 1/4 prêts à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas le résultat pour argent comptant, mais ça en dit long sur cette éco-anxiété qui s'est, je dirais, diffusée à l'ensemble de la population. Et les épisodes catastrophiques en Haute-Savoie et dans le Pas-de-Calais, je dirais, enracinent cette idée qu'il faut agir vite et efficacement. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup Frédéric. Bon, maintenant qu'on a ce tableau, ce panorama qui nous a été présenté par Frédéric Dabi, on va essayer d'apporter des réponses, des solutions. Heureusement qu'il y a Xavier Gors pour nous faire rire. Oui, qui nous fait beaucoup rire en attendant, parce que les résultats du sondage nous faisaient beaucoup moins rire. Mais ils vont nous permettre justement de débattre et d'y apporter des réponses. Nicolas, je vais me tourner vers toi en premier, juste pour une question un peu générale. On l'a vu, la lutte contre les dérèglements climatiques, c'est ce qui, selon les Français, apportera le plus de changements, devra le plus changer dans les années à venir. La prise de conscience, elle est là, on le sait. Est-ce qu'ils réalisent bien, les Français, tout ce que ça va impliquer, cette accélération de la transition? Sarah El Haïry, dans sa vidéo, disait « c'est le défi du siècle ». Est-ce que leur pessimisme vis-à-vis de tout ça, c'est la prise de conscience et la prise de conscience de ce que ça va impliquer? Non, en fait, je ne suis pas sûr que la lutte contre le réchauffement climatique soit aussi pénible qu'on le dise, en fait. Mon idée, mais on va en parler dans quelques instants, notamment avec l'exemple de Carbios, mais on en reparlera au long de ces 3 jours, c'est que je pense en fait qu'il existe déjà un très grand nombre de solutions, technologiques ou pas, organisationnelles, comme l'économie circulaire, par exemple. Mais il existe un très grand nombre de choses qu'on n'a pas encore réussi à déployer à une grande échelle, parce que c'est trop cher, parce qu'on n'est pas organisé pour ça, parce qu'on n'a pas suffisamment d'entreprises pour développer ces innovations. Mais moi, je trouve que, d'une part, il y a des sujets que je trouve plus inquiétants que le réchauffement climatique. Je vous le dis comme je le pense. Je pense que le Hamas m'inquiète plus que le réchauffement climatique, parce que il n'y a pas le GIEC, enfin, je veux dire, ça me semble moins, documenté, avec plus de surprises, etc. Donc, je pense qu'on a d'autres sujets à très court terme. Le réchauffement climatique, c'est couvert par les scientifiques. Quand je dis on n'a pas le GIEC, c'est quand même important. C'est-à-dire que c'est un sujet scientifique couvert par des scientifiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je suis vent debout contre le discours qui consiste à dire qu'on entend très souvent qu'on ne fait rien contre le réchauffement climatique. Écoutez-moi bien. Le réchauffement climatique, dans toute l'histoire de l'humanité, vous n'avez jamais un problème qui a été pris autant à bras-le-corps que le réchauffement climatique. Il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas. Alors on dit toujours, on n'en fait pas assez. Mais pourquoi les gens on n'en n'en fait jamais assez, puisque Nicolas, ça a déjà commencé, donc on peut pas... Pourquoi les gens ne s'en rendent pas compte? Pourquoi ils n'en ont pas conscience? Pourquoi ils disent que la politique est insuffisante dans le domaine? Ça, je pense que Frédéric connaît ça par cœur, et on a, durant ces 3 jours, des grands spécialistes de ça, notamment Pierre-Henri Tavoyot. Je pense que le problème, ce sentiment que la politique aujourd'hui pêche par manque d'efficacité, je crois que c'est quelque chose qui est très répandu et qui ne concerne pas que le réchauffement climatique. Je parle sous ton contrôle, mais je pense que si on parle, je prends un sujet au hasard qui est dans l'actualité, qui est au Parlement, l'immigration. Je pense que si on demande aux gens leurs sentiments sur l'immigration, ils vont dire on n'arrive pas à être efficace en fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui très répandu au sein des politiques publiques. Mais je pense qu'il y a des solutions. Et juste un tout petit mot. Parce que Frédéric a parlé aussi du sentiment de confiance dans les acteurs locaux et dans les maires. À 14h cet après-midi, la première conférence, nous recevrons la ministre des collectivités locales et de la ruralité, Dominique Faure, qui parlera notamment du rôle des élus. C'est vraiment, je vous demande de venir parce que c'est un moment très, très important, parce que je pense qu'on sous-estime aussi, y compris d'ailleurs dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, les actions qu'il est possible de mener au niveau local.
Emmanuel Ladan, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'antagonisme entre l'entreprise et l'écologie. Et même au contraire, les entreprises ont leur rôle à jouer dans la transition, même si certains veulent faire croire le contraire. L'entreprise, elle est une grande partie de la solution, j'ai envie de dire. Les solutions qui doivent arriver vite, c'est vous-même qui me l'avez dit, il faut que ça aille très vite. Oui, merci. Alors tout d'abord, merci à Nicolas pour organiser ces magnifiques rencontres de l'avenir et merci de nous donner l'opportunité de parler. Alors Carbios, en 2 mots, je vais vous expliquer ce que c'est parce que vous ne connaissez peut-être pas l'entreprise. On fait du recyclage enzymatique, biologique de plastique. Et notre credo, on est les seuls au monde à faire ça, à base d'enzymes, on recycle des plastiques et des textiles. Alors oui, l'entreprise, ça va être le cœur de la solution. Aujourd'hui, je pense qu'on a bien posé le problème, il y a une prise de conscience, il y a les réseaux sociaux qui nous alertent tous sur le réchauffement climatique, on en parle partout. On a interrogé des consommateurs dans 6 pays du monde, pour compléter votre discours. Ce qui vient tout de suite derrière, c'est la pollution des océans. Et en 3, en matière de thématique environnementale, et en 3, la pollution plastique. Ces enjeux-là, ils sont majeurs, et aujourd'hui, on pose le problème. On voit partout le problème, on ne pose pas beaucoup les solutions. J'étais lundi à une remise de prix, j'ai eu la chance d'obtenir un prix de la fondation Solar Impulse. Solar Impulse, c'est Bertrand Piccard, pour vous rappeler, c'est celui qui a fait le tour du monde en avion, en 24 heures, sur un avion solaire. Et il a créé une fondation pour identifier des solutions. Quand il avait identifié Carbios, on faisait partie des 100 solutions planétaires. C'était en 2018, 100 solutions pour changer la planète. Aujourd'hui, il a 1500 solutions. Donc les solutions existent, il faut juste les déployer. Et pour les déployer, il faut du financement. Pour les déployer, il faut des investisseurs. Pour les déployer, il faut un écosystème, parce que nous, on ne se déploie pas tout seul. Carbios, recycler biologiquement du plastique, on ne va pas y arriver tout seul, on a besoin de partenaires. Donc heureusement, on a trouvé des grands partenaires, des gens comme L'Oréal, qui nous accompagnent, des gens comme l'Occitane en Provence, qui est pas très loin d'ici, qui nous accompagnent, et puis des acteurs du monde du textile qui nous accompagnent pour réussir notre projet. Mais on a besoin d'investissement pour aller vite. On a aussi besoin de pouvoir public, parce qu'on ne peut pas arriver à changer une problématique. Aujourd'hui, il y a moins de 10% des plastiques recyclés. Je vous dis ça. Donc, continuez à jeter dans vos poubelles jaunes, mais sachez que la vaste majorité de ce qui n'est pas des bouteilles ne sera pas recyclé aujourd'hui. Il faut des solutions comme la nôtre pour arriver à recycler ce qui n'est pas la bouteille. Et donc, il faut continuer à investir, mais il faut aussi changer les réglementations et il faut changer un peu la taxonomie. Je vais y venir après. Quand on a voulu électrifier les parcs automobiles, on y arrive. On dit en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques, donc électrifiées. Donc les constructeurs s'y sont mis, tout l'écosystème s'y est mis. Il faut faire pareil dans beaucoup de domaines d'activité. Il ne faut pas nécessairement taxer plus, il faut changer la taxation pour qu'on donne envie aux consommateurs d'aller vers les produits vertueux et qu'on leur dise, écoutez, un plastique pétrosourcé, c'est moins vertueux qu'un plastique recyclé, donc achetez du plastique recyclé, mais il faut l'encourager. Donc il y a des solutions, et le rôle du politique, c'est d'aider à travers la réglementation et à travers la taxonomie à faciliter ces solutions. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire. Je vais d'abord rebondir. Vous avez dit qu'il nous faut des financements. Le sous-jacent derrière, il nous faut des financements, c'est ça va coûter plus cher. Ça va vous coûter plus cher à vous, industriels, et ça va aussi coûter plus cher, in fine, au consommateur final. Cette question du coût, dont on sait qu'elle est essentielle, y compris dans les résultats du sondage de Frédéric tout à l'heure, parce que ce manque de confiance sur le moment actuel, c'est l'inflation, c'est le coût de la vie, c'est leur pouvoir d'achat. Comment on gère cette question du coût ? Taxation. Fabriquer une voiture électrique, c'était plus cher. Et on a décidé, les gouvernements ont décidé d'aider la voiture électrique et de pénaliser le gasoil, le diesel, l'essence. Donc globalement, c'est à travers la taxation qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, un plastique pétrosourcé est moins cher. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer un plastique pétrosourcé, 99% de vos plastiques sont pétrosourcés. Sont fabriqués à partir d'énergie fossile, de pétrole. Fabriquer un plastique pétrosourcé, il suffit de monter une usine gigantesque. Il y en a un peu partout dans les grands ports européens. Vous montez une usine, vous amenez un pétrolier et puis vous faites du plastique. Si on veut changer ça, il faut taxer. Il faut taxer le produit pétrosourcé et incentiver le plastique recyclé. Pourquoi il y a moins de 10% de plastique recyclé ? Il y a un manque de technologie. Des technologies comme la nôtre arrivent sur le marché, mais elles ne sont pas encore suffisamment déployées. Mais il y a aussi un problème de taxation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un plastique pétrosourcé est moins cher à acheter pour un industriel qu'un plastique recyclé. Et donc, il faut pousser la réglementation. Alors, l'Europe s'y met. En 2025, les plastiques dans le packaging auront 25% de plastique recyclé. C'est une obligation réglementaire.
Il faut aller plus loin. Donc en 2040, ça sera 60%. C'est compliqué. La réglementation arrive, mais elle est nécessaire pour qu'il y ait un changement d'attitude. Et puis il faut aussi des marques qui s'engagent. C'est-à-dire que globalement, les grandes marques, certaines grandes marques s'engagent réellement. Une marque comme L'Oréal, alors c'est un de mes actionnaires, mais j'en dis beaucoup de bien. 78% de plastique recyclé aujourd'hui. L'Oréal, vous achetez un produit L'Oréal, à 78%, c'est du plastique recyclé. Leur ambition, c'est 100% en 2025-26. Donc il y a des vrais. L'Occitane, pareil. En 2025, ils seront à 100% de plastique recyclé. Donc il y a vraiment des marques qui s'engagent dans une démarche, mais il faut qu'il y ait une démarche beaucoup plus large, à la fois des grands industriels, des grandes marques, et une démarche des pouvoirs publics pour aller plus vite. Alors, 65% de plastique recyclé en 2040, ça paraît très loin. D'ici 2040, on aura doublé notre consommation de plastique. Alors, aujourd'hui, dans le monde, on consomme 460 millions de tonnes de plastique chaque année. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. Si vous mettez des camions 38 tonnes bout à bout, vous faites 6 fois le tour de la Terre. Et c'est ce qu'on consomme chaque année en termes de plastique. Donc le plastique, il est partout. Hein. Il est dans votre smartphone, dans votre bouteille, dans votre barquette alimentaire, dans votre voiture, dans les avions, dans vos ordinateurs. Il est absolument partout. On va doubler la production d'ici 2040. Et si on ne fait rien, si on ne réduit pas la consommation, si on réduit pas, si on ne pousse pas à la réutilisation de certains plastiques, on va avoir 2 fois plus de plastique dans nos océans. Chaque année, il y a 9 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans. Le fameux 7e continent, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est un vrai sujet pour la biodiversité, au passage. Et c'est un vrai enjeu sociétal, parce que si on ne fait rien, donc, en doublant notre production, on va mettre 18 millions de tonnes de plastique dans les océans chaque année. La vaste majorité ne sera pas récupérée, parce que la vaste majorité de ce plastique-là, il va tomber au fond de l'océan, et là, pour le récupérer, il va falloir des technologies qu'on n'a pas aujourd'hui. L'arme fiscale, Nicolas, la taxe dont parlait Emmanuel, et là c'est ton point de vue d'économiste que je sollicite, c'est pour ce genre de transition souhaitable. Je pense qu'il faut faire très attention au choix des mots qu'on emploie, parce que on sait que les Gilets jaunes, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes a débuté par une affaire de taxe écologique, en réalité. Et je soutiens absolument, complètement, la stratégie de notre ministre de l'économie, qui consiste à dire, grosso modo, on n'augmente pas la fiscalité, on n'augmente pas les impôts. Je pense que c'est la bonne stratégie, qu'elle est très difficile à tenir, mais qu'il faut le faire. Alors je ne suis pas du tout défavorable à la fiscalité écologique, bien évidemment, mais je crois qu'il faut être très clair sur le fait que les taxes qu'on met en place, ce sont en fait des systèmes de bonus-malus, c'est-à-dire que dans le cadre de la voiture électrique, pour prendre cet exemple qui concerne maintenant tous nos concitoyens en réalité, puisqu'en 2035, je rappelle que la vente de voitures à moteur thermique sera interdite en Europe, ce qui fait d'ailleurs peut-être partie des sujets qui ne sont pas bien identifiés par l'opinion publique, alors que c'est très important, mais si on dit on augmente le coût des voitures à moteur thermique, il faut baisser le coût des voitures électriques, ce qu'on fait un peu, mais pas suffisamment en réalité. Donc ça, je suis très attaché à cette politique, c'est-à-dire que si on met une taxe sur un type de produit qu'on considère comme nocif, il faut donner un bonus fiscal à d'autres produits, c'est absolument indispensable, donc il faut le faire comprendre. Ça c'est plus du domaine de Frédéric, parce que sinon, déjà du point de vue économique, de mon point de vue, il ne faut pas augmenter les impôts, mais en plus du point de vue de l'opinion publique, si à tout ce que nous a montré Frédéric, on ajoute, on va augmenter les impôts, je pense qu'on ne va pas arranger la situation. Donc vraiment, soyons extrêmement précis et rigoureux avec cette question de la taxation écologique qui n'est pas du tout une mauvaise chose en soi, mais qui demande vraiment qu'on soit extrêmement précautionneux. Un petit pas de côté, Nicolas. Alors on l'a dit, économie et écologie ne sont pas incompatibles. Pourtant, j'ai envie de te demander, et j'aurais aimé aussi poser la question à Sarah et Lahiri, comment de temps en temps on fait pour concilier les éoliennes versus les poissons, le bâtiment aussi vertueux soit-il, versus, elle a cité papillons et petites fleurs, sont des symboles, sont des anecdotes, mais c'est la vie quotidienne en économie. Comment on concilie tout ça ? Je pense qu'il faut être raisonnable et qu'il faut faire appel au bon sens. Les sujets que tu cites sont extrêmement concrets, parce que je parle sous le contrôle du maire, mais
tous les maires, en fait, nous expliquent que tel projet de développement, de construction d'une usine a été arrêté parce qu'il y avait 3 grenouilles. Et ce que je dis là, c'est encore un maire, je vous ai expliqué, mais qui m'en a parlé la semaine dernière. Donc c'était vraiment... c'était dans les Vosges, voilà, qui m'explique qu'il y avait 3 grenouilles qui étaient plus ou moins protégées. Et donc on n'a pas pu construire l'usine. Bon. Donc c'est quand même un sujet. Je trouve qu'on est en train de trouver en France un équilibre qui n'est pas idiot. Par exemple, on était parti sur un dispositif qui s'appelait, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait le zéro artificialisation net, où grosso modo on disait à l'horizon 2030, dès qu'on construira un logement ou une usine ou tout ce qu'on veut, ou un bâtiment, dès qu'on artificialisera des sols, eh bien il faudra désartificialiser dans la même proportion. C'était bien évidemment complètement intenable. J'avais rebaptisé ça le zéro industrialisation net, et donc complètement incompatible avec les objectifs de politique économique par ailleurs. Et puis finalement, il y a eu un très bon travail législatif, hein, ça arrive, notamment de la part du Sénat, mais aussi un petit peu de l'Assemblée nationale, et on a réussi à trouver un dispositif qui, me semble-t-il, permet quand même de freiner un peu l'artificialisation, mais de continuer un certain nombre de projets. Alors c'est à la française, hein, c'est uniquement un système de dérogation, d'exception, de machin, de trucs et de contrôle après. Hein. Donc ça, par contre, on n'y a malheureusement pas échappé, mais enfin bon, disons qu'on a quand même quelque chose, on a réussi. Donc voilà, il faut réussir à trouver des compromis, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles, hein, du point de vue à la fois de l'écologie et du point de vue du coût de la transition écologique. Du point de vue de l'écologie, parce qu'il y a des technologies qui vont arriver et qu'on ne connaît pas encore, c'est sûr, hein, mais absolument certain. Et puis au niveau du coût, je vous donne un exemple, mais très concret. Aujourd'hui, pour faire des batteries électriques, on est en train de développer une immense industrie des batteries électriques en France. D'ailleurs, tu modères demain matin, je crois, une table ronde sur l'attractivité. Et c'est pas dans le programme parce qu'on l'a fait au dernier moment, mais Xavier Bertrand introduira en vidéo cette table ronde, parce que dans la région des Hauts-de-France, la région des Hauts-de-France est en train de devenir la vitrine de la réindustrialisation de l'Europe, avec notamment des gigafactories dans lesquelles on fait des batteries. Alors pour faire ces batteries, il faut du lithium. Eh bien, le cours du lithium a considérablement baissé ces derniers mois, et en plus, il ne remonte pas, si bien qu'en réalité, on est en train de se dire que le coût d'une partie de la transition écologique sera moins pourrait être plus faible que ce qu'on avait prévu. Bah voilà, donc et en plus des usines de lithium, en plus, on peut en faire. Et on peut en faire en France, notamment, il y a 40 gisements de lithium. Si on est un peu malin, on peut refaire de la France un pays minier, industriel, etc. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, dissocier économie, écologie et sociale, ça n'a aucun sens du point de vue intellectuel et du point de vue économique et écologique, mais on n'est pas à l'abri d'avoir de bonnes nouvelles et de bonnes surprises sur ces questions-là ces prochaines années. Et pour poursuivre et rebondir sur le sondage de Frédéric, pour autant, les jeunes pensent qu'il faudra davantage changer les modes de vie, ne plus prendre l'avion, que de miser sur l'innovation technologique pour faire évoluer cette transition écologique. Et peut-être je vous faire rebondir tous les deux sur cette question avant de repasser la parole à Emmanuel. Oui. Ouais. Oui, parce que ce qui vient d'être dit, oui, c'est un petit peu une sorte de résumé de l'avant-dernière question du sondage, entre des générations plus anciennes qui se disent mais on n'a peut-être pas inventé des solutions qui vont nous permettre d'aller mieux, et des jeunes peut-être qui se projettent moins, qui ont peut-être, alors on va dire, moins de culture économique ou historique sur, les innovations, et ils sont moins sur une logique d'innovation, qui sont d'abord sur quelque chose, mais qui est tout à fait en fait respectable, et d'ailleurs que tout le monde fait. Moi, il y a très longtemps, j'avais fait participer aux premières enquêtes sur le traitement des déchets. Alors, ça paraissait éco-emballage, ça paraissait complètement exotique, gadget, etc. Ben voilà, maintenant, tu ne feras pas de table ronde là-dessus, c'est complètement intériorisé. Donc, des comportements peuvent bouger. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont sur les comportements, le changement, et c'est là où il y a encore, je dirais pas un conflit, mais une vision antagoniste entre jeunes et moins jeunes. D'un côté, c'est des solutions et une certaine radicalité. De l'autre, c'est oui, il faut y aller, mais en accompagnant et peut-être envisager, espérer des vraies innovations technologiques. Quand on voit l'histoire de toute une série
d'innovation économique lors de la révolution industrielle, lors des 30 glorieuses, ça paraît, je ne vois pas pourquoi, et sans être comme toi spécialiste du sujet, je ne vois pas pourquoi la lutte contre le dérèglement climatique échapperait à ce progrès. Mais par rapport à il y a quelques années, on l'a vu dans l'enquête aussi, l'idée de progrès harmonieux, positif pour tous, est très fortement challengée. Un tout petit mot, parce que ce que dit Frédéric est très important, et il y a un pays qui est en train de le montrer, un peu contre toute attente, en tout cas si on se remet 5 ou 10 ans auparavant, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont en train de se réindustrialiser à une vitesse exceptionnellement élevé. Le rythme de réindustrialisation aux États-Unis aujourd'hui, c'est le rythme d'industrialisation de la Chine dans les années 80. On a des courbes à la verticale et ils reconstruisent une industrie qui est complètement décarbonée. Et donc en fait, ce que sont en train de faire les Américains, c'est de redevenir un pays industriel décarboné et de produire les technologies qui vont permettre de décarboner les industries des autres pays. C'est une politique américaine qui a très bien marché, dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle l'IRA. Ça s'appelle l'Inflation Reduction Act. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation. C'est un immense système de crédit d'impôt pour aider des entreprises comme Carbios. C'est très exactement ça. Et la très bonne nouvelle, c'est que dans l'indifférence la plus totale, parce qu'on ne parle jamais des choses formidables, on fait que du bashing, c'est que dans la loi de finances 2024, la France, personne ne l'a dit, a adopté un système qui s'appelle le crédit impôt industrie verte et qui est copié sur l'IRA, sur l'Inflation Reduction Act américain, ce qui à mon avis est une excellente politique. Et j'en profite aussi, parce que ce n'est pas dans le programme et c'est une surprise, pour vous dire que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, introduira en visioconférence demain la table ronde sur l'industrie que dirige Gilles Bonenfant, qui est le président d'Eurogroupe, qui est l'un de nos partenaires, qui sera une table ronde très importante. Et le ministre de l'économie introduira ce moment en évoquant la question de la réindustrialisation de la France pour nous dire très exactement là où on en est. Effectivement, les Américains ont, comme tu dis, tout compris au système. On essaye de rattraper derrière, pas dans la même ampleur, mais c'est déjà pas mal, a-t-on envie de dire. Emmanuel Ladan, les Français, on l'a vu, ils considèrent qu'aujourd'hui qu'on est dans une période de régression, ce qui est un mot fort pour aujourd'hui et pour demain. Quel rôle a l'entreprise de manière générale, et là on reste dans notre sujet mais on l'élargit aussi, pour leur démontrer le contraire, l'entreprise qui redonne confiance, quel est son rôle aujourd'hui ? Alors, je pense d'abord qu'il faut qu'on se fasse connaître, parce qu'il y a en France beaucoup de génie, beaucoup d'intelligence collective. Et moi, je fais plutôt partie des optimistes dans votre sondage, parce que je suis chef d'entreprise, d'une entreprise où on est 130, beaucoup de jeunes, la moyenne d'âge ça doit être 34 ans et je la dégrade malheureusement, mais on a beaucoup de jeunes qui s'engagent, qui viennent chez Carbios pour dire on a envie de travailler, aussi pour changer la planète. Et je reçois des jeunes universitaires ou de grandes écoles toutes les semaines quasiment qui nous disent on a envie de participer à cet effort collectif de changer la planète. Il y a encore une fois, je l'ai dit, on est une des 1500 solutions identifiées. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se déployer pour changer la planète. Le greenwashing, c'est derrière nous. Alors non, je ne dis pas que le greenwashing, c'est derrière nous. Il y a malheureusement... Alors c'est ça aussi qui va nous aider. C'est que les industriels ne peuvent plus faire de greenwashing. Donc ils s'engagent. Il y a plein de procès. Le dernier en date, il y a un procès d'une grande marque de beverage aux US. Voilà, les industriels s'engagent maintenant pour trouver des vraies solutions. Parce qu'ils savent très bien que les consommateurs ne veulent plus qu'on leur raconte des sornettes et que s'ils ont un discours vis-à-vis du consommateur, il faut que ce soit un discours de vérité. Et donc, ça aide énormément ces innovations qui veulent véritablement changer l'impact carbone, l'impact de pollution plastique, et tout ça est très favorable. Donc je reviens à votre question sur l'attitude. Tant qu'on pose le problème, il y a une prise de conscience. Après, il faut passer à la solution. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, il y a un dérèglement climatique, on ne peut pas le nier, on le voit tous. Il y a une pollution plastique, on ne peut pas la nier, on la voit tous. Quelles sont les solutions ? Il y a beaucoup de solutions. Il faut passer à l'acte d'action maintenant. Il faut qu'on déploie, qu'on industrialise toutes ces solutions. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de génie collectif, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent apporter des vraies solutions, il faut les financer. Alors je n'ai pas à me plaindre, on parlait des États-Unis, Carbios, depuis sa création, on a reçu environ à peu près 70 millions d'aides d'État, et on ne ferait pas notre usine en France sans une aide significative de France 2030 et de l'État français. Donc il y a quand même des dispositifs pour accompagner l'innovation en France.
Et il y a une volonté politique de changer. Mais il faut passer maintenant à la phase d'action, à la phase d'industrialisation. Et ce que vous dites est extrêmement important. Un des facteurs de pollution, c'est le transport. On n'est pas obligé d'aller chercher nos vêtements fabriqués en Chine ou nos vélos fabriqués en Chine. Donc si on arrive à réindustrialiser et à intégrer dans nos bilans carbone le coût du transport, qui est quand même assez colossal, à faire des circuits courts, ce que fait Carbios, nos déchets, on va les chercher à moins de 500 km. C'est-à-dire qu'on dit, nous, on ne va pas recycler des déchets qui viennent des US ou de Chine ou d'Amérique du Sud. On recycle des déchets locaux. Donc on monte une usine aujourd'hui dans le Grand Est, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Cette usine, elle va aller chercher ces déchets à proximité pour créer un circuit court, pour fabriquer les produits plastiques dont les consommateurs vont utiliser en France. Donc c'est bien ça l'idée, c'est de créer des circuits courts et d'éviter justement ce coût, cet impact transport. Et ça favorise énormément l'impact carbone et la réindustrialisation. Alors Frédéric Trepping à côté, il a envie de réagir. Si, je te vois. Je ne sais pas sur ça, mais excusez-moi, je revenais sur les solutions concrètes que, effectivement, quand on regarde les résultats de l'enquête, il y a ce discours un peu automatique qui dit non, mais ça n'avance pas, les choses vont mal. Et quand on travaille plus, fait qualitativement, quand on réinjecte des thèmes, on voit que c'est plus nuancé que ça. Ça m'a fait penser, j'en parlais en aparté, veuillez m'en excuser à Nicolas. Il y a une dizaine de jours, on a fait un point presse sur le bonus réparation de vêtements. C'est-à-dire, il y a un grand mouvement, je pense que le Figaro en a parlé, c'est-à-dire, tu t'y connais sans doute mieux que moi, mais il y a un grand mouvement pour faire être sobre sur la question des textiles, qui est extrêmement consommateur, on n'en parle quasiment jamais, en eau, en transport, c'est pour ça que j'ai rebondi sur ce que vous avez dit, sur le plastique également, et ce bonus écologique, ce bonus réparation qui est entré en vigueur, ce qui est très drôle, et c'est très contre-intuitif. Je m'attendais à un clivage générationnel sur le mode, les jeunes vont être pour, ils ont souvent un peu moins de moyens que les autres, réparer des vêtements, des chaussures, ça peut être vu comme tendance, et bien au contraire, ce sont les plus de 50 ans qui le plébiscitent parce qu'eux peut-être ont, chez eux, ils ont plus vécu une garde-robe, un nombre incalculable de vêtements, et malgré le recyclage, malgré les dons à des associations, ça reste un problème d'occupation de l'espace. Effectivement, et je raisonne sur ce bonus pour la réparation de vêtements. Je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler. Aujourd'hui, vous allez faire réparer vos chaussures, vos vêtements, c'est très bien, vous avez un bonus. La question sous-jacente, c'est est-ce à l'État de payer pour votre recyclage de vêtements? C'est un autre débat qu'on pourrait avoir. En réalité, c'est les producteurs. Les producteurs, tout à fait, qui mettent dans le fond. Qui collectent et qui financent. Et on avait récemment les gens de Refashion chez nous. En fait, il faut multiplier les initiatives. Si on veut réduire notre consommation de plastique, parce que le textile, c'est un plastique, on l'oublie, mais plus de la moitié de notre garde-robe, c'est du plastique. Le fibre synthétique, c'est du plastique. Si on veut réduire, il faut effectivement réduire notre consommation, réduire notre packaging, réduire nos vêtements, réduire nos garde-robes. Mesdames, désolé. Il faut également réparer et à la fin, il faut recycler. Moins de 1% de nos textiles est recyclé. Et il est mal recyclé. On en fait des chiffons ou des rembourrages de sièges. Et donc, il faut des technologies nouvelles qui vont permettre de passer de 1 à 100% de recyclage. C'est possible. Les technologies existent, comme la nôtre. Et donc, il faut véritablement promouvoir cette technologie pour qu'on puisse aussi recycler. Si on fait tout ça, on va quand même doubler la consommation de plastique. Je ne veux pas être dramatique. Vous nous l'avez dit. Mais on va trouver des solutions pour rendre le plastique circulaire. Si on recycle, chez Carbios, on est capable de recycler à peu près 10 à 12 fois la matière. Là où aujourd'hui, vous recyclez, la plupart des bouteilles vont être recyclées 1 ou 2 fois et c'est tout, c'est terminé, ça redevient un déchet. Si on recycle 12 fois, on va réduire de manière assez drastique la consommation de pétrole. On peut... 1 tonne de plastique, c'est 1 tonne 3 de pétrole, pour faire simple. Donc on peut réduire notre consommation de produits fossiles en recyclant. Donc il faut réduire, il faut réparer et il faut aussi recycler pour qu'on arrive à trouver une solution. Et ça va permettre de changer véritablement la donne sur nos impacts CO2, sur notre consommation de pétrole et sur la manière dont on appréhende le consumérisme. Donc sans changer les modes de vie, on peut quand même véritablement avoir un impact. Donc, comme vous le disiez, il faut qu'on fasse connaître ce qu'on fait, il faut qu'on fasse connaître les entreprises. Mais Frédéric, il y a aussi ce sentiment que les pouvoirs publics n'ont pas la main, ou en tout cas n'ont pas l'impact suffisant sur ces sujets-là pour faire bouger les lignes. Cette défiance, où est-ce qu'elle trouve sa genèse? Ça remonte à quand?
J'aime bien votre expression, ton expression, ils n'ont pas la main. C'est vrai que l'idée que le politique ne contrôle plus les choses, on quitte notre sujet, on le trouve sur toute une série d'enjeux qui inquiètent les Français. L'insécurité, c'est l'idée, par exemple, pardon pour la digression, que quand on interroge les Français sur le profil des personnes victimes d'actes d'insécurité, ce sont systématiquement, on cite un maire qui s'est fait frapper, on cite des policiers, on cite des pompiers, on cite malheureusement des enseignants. C'est des personnes qui ont une part réelle ou symbolique d'autorité de l'État. L'État n'est plus en contrôle. L'immigration, on en a parlé en fait tout à l'heure. Oui, il y a un durcissement de l'opinion publique, mais ce qui me frappe surtout, c'est que ce sentiment que l'État a perdu le contrôle de ses frontières, de ses flux, des personnes qui doivent venir dans notre pays pour toute une série de sujets. Et contrairement à ce qui est dit, on n'est pas sur un durcissement absolu. Pardon encore pour la digression, mais c'est une question historique que l'IFOP pose avec la Fondation Jean Jaurès. Hein, c'est le devoir de la France d'accueillir des réfugiés fuyant la guerre ou la misère. Donc la misère, il y a une dimension économique. On trouve, selon les enquêtes, alors ce ne sont que des enquêtes, c'est peut-être pas la réalité, c'est une perception du réel, on trouve une petite majorité de Français. Et c'est vrai, pourquoi il y a depuis maintenant quelques années cette montée en puissance de l'acteur entreprise. Moi, je rappelle souvent, puisqu'on parle des jeunes, à quel point il y a encore une vingtaine d'années, il y avait un regard, on va dire, caricatural, idéologique. Dans les enquêtes IFOP JDD de la rentrée 2002, on a ce pauvre Jean-Pierre Raffarin qui s'effondre chez les jeunes et à gauche. Pourquoi ? Parce qu'il a été invité à l'université du MEDEF et il y allait. Maintenant, ça n'intéresserait personne et tous les on n'est plus sur cette vision idéologisée. On a une vision d'une entreprise qui est beaucoup plus connue des Français. Hein, le fait que 94% des boîtes soient des TPE, ça se sait plus qu'avant. Il y a toujours l'image un peu repoussoire des grands groupes. Hein, c'est le mythe du peuple contre les gros, si je puis dire. Mais en tout cas, voilà, l'entreprise apparaît comme un acteur plus efficace, plus concret que l'État. Il y a une part, bien sûr, d'injustice, mais l'État n'arrive plus à communiquer sur les impulsions. En faisant un petit tour de table, on peut parler d'énormément d'initiatives contre le réchauffement climatique menées par l'État, les pouvoirs publics. Elles sont trop peu connues. Il y a aussi un autre sujet qui fâche, c'est quand même l'incarnation. Je change de sujet. Sur l'éducation, on a une inquiétude jamais vue de la part des Français, mais un élément d'espoir parce qu'il y a un ministre, hein, c'est ce qu'ils nous disent, qui incarne et qui donne l'impression de comprendre la situation et de vouloir changer la vie. Et de prendre la main, comme on disait tout à l'heure. Alors nous, on a beaucoup de questions, mais on imagine que vous en avez aussi. Tout le monde est là pour dialoguer avec vous pendant ces 3 jours. On a des micros, normalement, qui se promènent. Et donc, on prend vos questions avec le plus grand plaisir. Alors, on a des bras. Voilà. Qui se baladent. N'hésitez pas. On a 20 minutes pour vous. Bonjour à tous. Bonjour, moi, j'ai simplement deux petits thèmes, peut-être un élargissement sur l'Europe. Quel est l'impact et la connaissance entre Européens pour arriver à quelque chose de commun ? Parce qu'on représente quand même une certaine force avec 500 millions presque d'habitants, quoi. Donc, si on arrive à coordonner tout ça. Deuxième chose, quand vous parliez des difficultés de financement, est-ce que les banques prennent le relais pour proposer des placements qui tiennent compte de cette problématique environnementale ? Merci. Merci, madame. Alors, 2 questions. Alors, d'abord, une grande partie de la réglementation est européenne aujourd'hui, et j'ai envie de dire heureusement, parce que ça permet à des entreprises comme la nôtre de se déployer à l'international. Et aujourd'hui, le 25% dont j'ai parlé, en 2025, toutes vos bouteilles et vos barquettes alimentaires seront avec 25% de plastique recyclé. Ça, c'est une réglementation européenne. L'État, il a quand même un rôle à jouer, hein, l'État français. Il a un rôle pour aider, subventionner des entreprises innovantes comme la nôtre, et ça, il le fait. Il a un rôle pour pousser des réglementations, hein, puisque si aujourd'hui on arrive par exemple à des réglementations similaires sur le textile, c'est grâce aussi à l'État français qui a poussé un certain nombre de réglementations au niveau européen. Et l'État, il a un rôle aussi sur ce que je disais tout à l'heure, sur la taxonomie. On l'a bien vu dans le véhicule électrique.
on taxe plus le véhicule thermique que le véhicule électrique, ça aide à l'électrification des parcs. Et on doit arriver à faire ça sur beaucoup. Il ne s'agit pas de taxer plus, je suis d'accord avec Nicolas, il s'agit de taxer différemment pour que le consommateur, finalement, ait le bon réflexe. Et donc ça, on arrive quand même à avoir aujourd'hui une bonne synthèse européenne. L'Europe est en avance sur un bon nombre de sujets, en tout cas dans mon domaine. Et l'Europe est copiée. Ça, c'est quand même assez intéressant de savoir que la Californie regarde l'Europe, qu'il y a un certain nombre de réglementations qui sont en train d'arriver même en Asie du Sud-Est. Il y a certains pays d'Asie du Sud-Est qui regardent la réglementation européenne. Donc on fait beaucoup de bashing de la France et de l'Europe, mais il y a quand même un certain nombre de domaines sur lesquels l'Europe est un modèle. Ça répond à vos questions? Ah oui, les banques. Alors, les banques. banques. Alors les banques, c'est complexe. Les banques, alors Carbios, moi, 40% de mes actionnaires sont des fonds à impact, fonds d'investissement à impact. Donc quand vous mettez de l'argent dans votre assurance vie et que vous dites je veux une partie d'investissement vert, Carbios fait partie des entreprises dans lesquelles votre investissement vert va se retrouver pour développer ces nouvelles technologies. Donc il y a une tendance aussi de financement. C'est plus difficile de se financer en Europe qu'aux US, malheureusement. Aujourd'hui, une entreprise comme Carbios, si on avait décidé d'aller au Nasdaq, on aurait probablement 3 à 4 fois de capitalisation plus importante, parce que les Américains ont une puissance financière beaucoup plus large et capacité à switcher très vite. Et aujourd'hui, il y a une tendance de fond, il faut être prudent, il y a une tendance de fond à ce que l'économie américaine investisse de plus en plus dans des entreprises ESG. Donc ça va amener peut-être des capitaux nouveaux. Mais aujourd'hui, oui, on arrive à se financer quand on est à un certain niveau de maturité industrielle. C'est-à-dire que globalement, ce qui est difficile, c'est d'arriver jusqu'à la phase industrielle pour une entreprise. Une fois que vous avez une première usine, des premiers revenus, là, on peut arriver à se financer par les banques en Europe. Monsieur, oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Une difficulté qui a été pointée, mais j'aimerais vous interroger sur les solutions qui me semblent pas simples, c'est effectivement autour de ces questions de climat et d'écologie, on voit beaucoup, enfin on communique beaucoup sur la dimension anxiogène, aussi bien dans le domaine politique, dans les médias, à l'école. Quand on regarde les programmes de l'école, on n'a jamais autant parlé d'écologie, mais toujours dans une dimension très anxiogène, où on reste au constat et on donne l'impression aux gens que effectivement baisser sa consommation, c'est la seule solution. Ici, autour de ce débat, on est convaincu que l'entreprise a son rôle à jouer et qu'elle fait partie, et même l'une des solutions majeures pour pouvoir entraîner l'économie à être décarbonée. Mais ma question, c'est comment entraîner les opinions publiques, sachant que ça joue plutôt à rebours, je dirais, dans les discours que l'on entend. Comment être convaincu, on a une moitié de la salle qui sont des jeunes, comment les convaincre que c'est l'entreprise qui est l'avenir et certainement pas une écologie punitive? Alors, ça, je veux bien dire un mot parce que ça fait vraiment partie des sujets qui me passionnent. Alors déjà, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Je pense que le discours ambiant sur l'écologie, qui consiste à dire qu'on fait pas bien, qu'on fait pas assez, que ça va jamais, que c'est la faute du capitalisme, la faute de la démocratie, autant, enfin tout ce qui est bien y passe, grosso modo, qu'on va tous mourir, qu'on pourra plus que faire 4 vols dans la vie en avion. C'est pas parce que vous dites les choses sérieusement que c'est pas clownesque. Non, mais je veux dire... Puis c'est facile de faire des propositions sans qu'il y ait aucune application possible dans la réalité. Parce que ceux qui disent ça, on va les envoyer proposer ça au gouvernement indonésien, puis on verra comment ils seront reçus. Donc je suis 1000 fois d'accord avec vous. Pour le schématiser, si vous voulez, tout ce qui relève de la décroissance, c'est-à-dire d'une baisse globale de la production et d'une baisse globale des revenus, n'est pas souhaitable parce que ce serait antisocial et que ce seraient les plus fragiles qui en souffriraient. Ça n'est pas possible parce que je n'ai pas vu énormément d'appétence dans nos sociétés pour une régression et notamment pour une diminution des revenus. Je ne sais pas ce que tu vois dans tes sondages, mais je pense qu'en général, les gens sont plutôt en demande d'une augmentation de pouvoir d'achat plutôt que d'une baisse qui leur permettrait de vivre, comme je l'entends parfois, non plus selon leurs envies, mais selon leurs besoins. Bon. Et je pense que c'est une impasse écologique, parce qu'en fait, comme personne ne voudra de cette société, on va fabriquer des millions de climato-sceptiques. Donc, la seule voie raisonnable, c'est celle qui consiste à dire les solutions sont dans le progrès.
Les solutions sont dans l'innovation, dans l'entreprise, dans le bon sens. Bien évidemment, prendre l'avion pour faire 250 km, ça n'est pas raisonnable. Acheter, comme on le faisait dans les années 80 et 90, des tonnes de jouets en plastique pour nos enfants qui ne s'en servent rien, ça n'est pas raisonnable. Ça, on est bien d'accord avec ça. Ça relève du bon sens. Mais alors, vous me tendez une perche parce que cette question de l'écologie non punitive, on y consacre une table ronde demain, en début d'après-midi, qui sera dans l'amphithéâtre à côté, qui sera dirigée par Sébastien Lalevé et qui concernera justement la façon dont les technologies sont aujourd'hui disponibles pour régler déjà un certain nombre de problèmes. Bon, c'est ce qu'on vient de voir avec Carbios, mais un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes pour lesquels on nous explique souvent qu'il n'y a pas de solution. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que si, il y en a déjà. Mais on n'a pas toujours les modèles économiques, les technologies ne sont pas toujours déployées. Quand elles sont déployées, ce n'est pas forcément d'abord en Europe. Donc, vous avez 1000 fois raison. Et nous, ce qu'on essaie de faire modestement dans ce type d'événement, c'est justement être tourné vers les solutions. Et montrer que oui, on peut faire des choses, et notamment dans un cadre démocratique. Et d'ailleurs que c'est sans doute même mieux, parce que quand je regarde les émissions carbone au niveau mondial, elles baissent dans toutes les démocraties, elles augmentent dans toutes les dictatures. Donc ceux qui nous expliquent que la démocratie n'est pas adaptée à l'écologie, ben je ne sais pas. Mais quand je regarde les données, je vois très exactement l'inverse. Et là encore, pour ne pas faire de French bashing, je voudrais quand même rappeler que la France est l'un des pays au monde qui a l'empreinte carbone la plus faible. Et l'empreinte carbone, c'est ce qu'on émet plus l'empreinte dans nos importations. Donc on est l'un des pays au monde qui a l'empreinte carbone la plus faible et on la diminue. Donc c'est pas si mal. Bon, là, vous avez Nicolas dans toute sa force de persuasion. Oui, mais c'est que des faits. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas des... Alors, on continue les questions. Là, au 3e rang, 4e rang, parfait. Monsieur. Excusez-moi, le temps que le micro vienne. Alors d'abord, merci beaucoup. C'est passionnant, les rencontres de l'avenir. Alors j'avais une question. Vous avez présenté des solutions, donc notamment technologiques. Est-ce que c'est suffisant si on regarde le développement de projets polluants à travers le monde pour lutter le réchauffement climatique? Est-ce que la technologie peut vraiment lutter face à tout le développement de projets dans les dictatures, notamment, que vous mentionnez? Merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre, non, c'est pas suffisant. Il faut déployer des technologies. Il faut aussi informer les consommateurs sur l'impact carbone. Hein. On parle beaucoup d'impact carbone. Mais est-ce que vous savez, lorsque vous achetez un t-shirt, l'impact carbone du t-shirt? Non, vous ne le savez pas. Donc il faut... Alors là, il y a beaucoup de choses qui arrivent, heureusement, au niveau européen et au niveau français, pour mieux informer le consommateur. Il va falloir... Quand vous achetez un frigo, vous savez l'impact de la consommation électrique. Quand vous achetez un t-shirt, vous ne connaissez pas l'impact carbone de votre t-shirt. Donc il y a besoin de mieux informer. Encore une fois, moi je pense qu'il y a de l'intelligence chez chacun et que si on est informé, on pourra prendre des bonnes décisions. Donc il faut développer l'information consommateur, normaliser un peu tous ces calculs carbone, parce qu'il y a un peu aussi, désolé, un peu de greenwashing dans certains calculs carbone. Donc il faut aussi normer un peu tout ça pour qu'on ait tous les mêmes manières de compter. Hein. Je prends un exemple, quand vous recyclez une bouteille une fois, vous comptez le carbone que vous avez consommé entre le moment où vous avez extrait le pétrole et le moment où vous l'avez jeté dans un incinérateur. Si vous voulez être capable de recycler cette bouteille grâce à une technologie comme la nôtre 12 fois, bah, il faut mesurer l'impact carbone sur les 12 cycles d'utilisation. Donc il y a un certain nombre de travaux à faire sur les taux de circularité, etc., et une certaine normalisation. Et puis, quelque part, il faut taxer aux US, ça commence à venir. Hein. C'est-à-dire que des grandes entreprises, partenaires de nous, PepsiCo nous dit moi, les 100 grammes de carbone que vous me faites économiser à la tonne, je suis tout de suite capable de les valoriser dans mon bilan. Et donc ça, il faut aussi qu'on fasse cette promotion pour que les choses changent. Voilà. Mais donc non, ça ne suffit pas de déployer des technologies, il faut aussi encadrer, normer et informer les consommateurs. Monsieur, je ne sais pas si vous avez encore le micro, mais ce qui est intéressant dans votre question, si vous pouvez... voilà, merci. Oui. Juste 2 secondes. Quand vous dites, est-ce que ça suffit l'innovation et la technologie? Alors, vous êtes beaucoup plus jeune que nous, et du coup, c'est moi qui veux vous poser la question. À quoi d'autre vous pensez quand vous dites, est-ce qu'il y a autre chose que l'innovation et la technologie? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête, vous, à la réponse à cette question?
Alors, je me sens un petit peu piégé, mais bah alors, on en discutait justement avec mes amis, on est tous étudiants. Vous en avez parlé. D'abord la sobriété, parce que même si c'est assez comique de dire on va pas prendre l'avion plusieurs fois, nous on est étudiants à Londres, donc on est forcément venu en avion pour venir ici, mais fondamentalement on se dit est-ce qu'il n'y a pas des comportements à l'échelle globale qu'il faut changer, et peut-être une prise de conscience, personnellement je suis étudiant en relations internationales, donc en géopolitique, une prise de conscience à l'échelle globale, donc au niveau du G7 ou même à l'ONU, vraiment d'une certaine manière de l'urgence de la situation pour pousser des pays qui sont plus récalcitrants, donc l'Inde, la Chine, même les États-Unis, à vraiment pousser des politiques publiques qui sont vraiment orientées sur la lutte contre le climat. Merci de votre réponse. Alors du coup, monsieur. Bonjour, Alain Messonnier, donc un past président des conseils du commerce extérieur de la région et donc président en ce moment de l'Institut méditerranéen de l'eau. Donc il y a un enjeu pour les rencontres de l'avenir qui n'est pas à l'ordre du jour de la rencontre des réunions d'aujourd'hui, c'est l'eau. Et le rôle des entreprises dans l'eau, dans les usages de l'eau. Et aujourd'hui, un certain nombre de grandes entreprises dans le monde ont pris conscience du risque eau. Je vous en citerai 3, Danone, AXA et l'OCP, l'Office chérifien des phosphates au Maroc. Et je vous citerai juste cet exemple-là. Il est extrêmement intéressant. L'OCP est aujourd'hui autonome en eau. 30% de ses besoins sont recyclés, c'est des réutilisations des eaux usées des villes à proximité des mines, et 70% du dessalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'OCP ne prélève plus une goutte d'eau dans le milieu naturel. Donc ça, c'est un enjeu qui est pris en charge par les entreprises dans leur bilan, dans leurs charges, parce que de toute façon, c'est la seule solution pour elles pour survivre sur le long terme. Et Danone, c'est la même chose. C'est un des grands groupes français et qui a fait beaucoup parler dans le domaine de l'environnement, c'est certain, mais qui, aujourd'hui, joue le rôle. 85% des intrants chez Danone viennent du monde de l'agriculture. Quand je suis Danone au Maroc, je dépends des agriculteurs marocains. Si les agriculteurs marocains vendent leur cheptel parce qu'ils ne peuvent pas continuer à les alimenter, eh bien, on est devant un enjeu majeur. Et cet enjeu de l'eau, du risque eau, j'aimerais bien avoir rapidement votre avis là-dessus. Merci. Je peux en dire un mot parce que justement, on était frustrés cette année, mais comme évidemment, on ne peut pas faire plus de 3 jours, on était très frustrés justement de ne pas traiter. Et avec Fabrice Lundy notamment, on avait beaucoup évoqué cette question de l'eau, surtout dans le Var, qui est évidemment l'un des départements les plus touchés par cette problématique. Donc, ça n'est pas un engagement que je prends. Enfin, je pense que l'année prochaine, on consacrera quand même une table ronde à l'eau. Après, je ne suis pas du tout spécialiste de l'eau, mais quand même, ce que je comprends du sujet, c'est que dans le cas de la France, on n'a jamais géré l'eau, parce qu'on avait de l'eau qui tombait, et on commence enfin à se poser des questions et à agir pour réutiliser l'eau, comme vous le dites, pour aussi éviter les fuites d'eau, tout simplement. Je crois que 20% de l'eau est perdue en raison de canalisations qui n'ont pas été suffisamment entretenues. Je pense aussi qu'il faut faire payer les usages de l'eau en fonction de leur utilisation. Et en fait, tout ça n'a jamais été fait. Et c'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est le sujet, non pas pour le coup de la lutte contre le réchauffement climatique, mais c'est le sujet de l'adaptation au réchauffement climatique, qui est quelque chose qu'on oublie assez souvent, parce qu'on est focalisé sur la lutte contre le réchauffement. Mais le problème, c'est que le réchauffement a déjà commencé. Donc on ne peut pas affecter tous nos moyens dans la lutte contre un mal qui a déjà commencé. Il faut le maîtriser, il faut le limiter. C'est ce qu'on fait avec la décarbonation de l'économie, schématiquement. Mais il faut qu'on investisse beaucoup plus dans l'adaptation, et l'eau en fait partie. Et il me semble qu'en France, le sujet est quand même en train d'être traité. En tout cas, c'est le début. Merci Nicolas. On a le temps pour 1 ou 2 questions encore. Oui, ouais, il y en a partout. Monsieur. Oui, bonjour messieurs, dames. Je rebondis sur une remarque de monsieur Bouzou qui dit les dictatures polluent et les démocraties sont vertueuses. N'est-ce pas un peu un raccourci un peu rapide pour dire que les riches qui ont fait leur développement économique avec de l'énergie peu chère
voudrait que tout le monde devienne vertueux maintenant que nous, on est bien assis. Mais si on regarde bien les États-Unis, ils sont encore à 1 milliard de tonnes de charbon par an. Les Chinois sont à 4 milliards, mais les États-Unis par habitant sont largement aussi pollueurs, bien plus pollueurs que les Chinois. La France est à 0,9%, je crois, du total des gaz à effet de serre au niveau mondial. Alors, si on a 1 milliard à investir au niveau national, vaut-il mieux les investir chez nous pour passer de 0,9% à 0,7% ou les investir auprès de producteurs ou de pays qui veulent se développer et ces 1 milliard leur permettrait peut-être de gagner 10% sur leur pollution par habitant, alors que chez nous, ça sera beaucoup plus réduit. Enfin, il y a beaucoup d'autres questions. La France est un pays extrêmement centralisateur. N'a-t-on pas une approche un peu parisienne de l'environnement en France? Dire développer les transports en commun, c'est sympa. Paris, il y a le réseau de métro le plus dense du monde, il y a des bus un peu partout. Si vous allez en Auvergne et que vous leur dites on va développer les métros parisiens, donc on va améliorer l'empreinte climatique de la France, autrement dit, doit-on rester systématiquement à des règles nationales concernant, je dirais, l'approche climatique? Vous savez qu'une personne qui a 20 km à faire pour trouver le premier médecin qui peut la soigner, c'est beaucoup plus difficile que de faire 2 stations de métro à Paris ou prendre 3 stations de bus. On a une approche très nationale et on s'étonne après que les Gilets jaunes réagissent avec un certain succès au niveau national. Merci. Moi, je ferai peut-être juste une remarque. Je pense que si on veut vraiment changer, il faut sortir du climat aussi, du clivage national. Aujourd'hui, il y a une discussion, par exemple, à Nairobi, sur un traité sur le plastique. Les États s'allient, de même que les États s'allient sur la COP. Donc, globalement, les technologies qui vont changer le monde, elles seront transfrontalières. On n'a pas de technologies qui vont rester en France. Tant mieux si elles sont nées en France, tant mieux si elles ont été développées par des capitaux français. Mais moi, ma vision de ma technologie, c'est de la déployer partout dans le monde, dans les démocraties comme dans les dictatures. Sincèrement, aujourd'hui, on a des discussions dans tout type de pays parce que l'enjeu de la pollution plastique, il est planétaire. Donc, pour moi, il n'y a pas cet enjeu de clivage pays. Par contre, ce qui est bien, c'est que la France soit pionnière. Et ça, c'est quand même remarquable que la France soit pionnière à développer certaines technologies. Donc, voilà ce que j'ajouterai à votre commentaire. Frédéric, en un mot. Non, mais je pense que c'est moins un clivage Paris-région qu'un clivage métropole. Parce que la question des transports en commun joue énormément aussi sur la question des métropoles. Il y a le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui est sur une logique de gratuité, un peu ce qui avait été fait il y a des années dans le Dunkerquois. Et c'est vrai, bien sûr, et on en parlait, les Gilets jaunes, c'est ce mouvement. C'est l'idée que on nous a dit on a tout bien fait ce qu'on nous a dit de faire. Le pavillon avec la cuve au fioul, la voiture au diesel, les 3 voitures en général, et voilà ce qui nous tombe dessus. C'était aussi, il ne faut pas oublier, et j'en aurais fini, le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi une crise du pouvoir d'achat. C'est-à-dire l'idée que l'injustice, c'est plus ne pas avoir d'emploi, dans ce contexte de petit plein d'emploi qui se dégrade, on va dire, mais l'injustice, c'est avoir un travail qui paye mal. C'est ça qui a mis beaucoup de Français et d'habitants de ce département autour de ronds-points. Alors la dernière question ira au jeune qui est tout au fond. Oui. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que utiliser du biocarburant en Europe peut aider à décarboner l'impact des véhicules thermiques? Et parce que étant jeune élève et futur conducteur, ça m'impacte indirectement. Et je voudrais savoir concernant notre avenir sur l'industrie automobile et la décarbonisation de la consommation pétrolière. Merci pour votre question. Ouais, moi, j'ai envie de dire, ça tout dépend comment le biocarburant est fait. S'il est fabriqué à partir d'huile de cuisson chinoise tout dépend de son bilan carbone. Et ça, il faut que le consommateur arrive à le savoir. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse très facile. Il y a des produits... moi, je travaille aussi dans ma boîte sur des produits biosourcés. Il faut savoir qu'il y a des produits, des plastiques biosourcés qui ne sont pas biodégradables. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'ailleurs d'améliorer. Et donc il faut regarder un peu le détail, il faut informer le consommateur. Le produit biocarburant, il est probablement très bien, mais il faut quand même que le consommateur il sache l'impact quand il l'achète.
Nicolas, le mot de la fin sur l'avenir de la planète. Oui, enfin justement, c'est pas le mot de la fin parce qu'on va en reparler en fait durant ces 3 jours. On va en reparler cet après-midi. Non, c'est le mot de la fin pour cette session, mais on va en reparler cet après-midi, notamment avec Fabrice lundi, dans le cadre de la table ronde sur l'avenir du luxe. Où on va traiter, parce que c'est intéressant de voir la façon dont des entreprises qui sont des entreprises qui justement représentent le meilleur de ce qu'on peut produire, prennent en charge cette question de la décarbonation et de l'écologie avec un rôle exemplaire à mener. On en reparlera aussi, toujours avec Fabrice d'ailleurs, demain aussi, quand on traitera de l'avenir de l'agriculture, puisque vous savez qu'on a aussi des enjeux extrêmement importants en matière de décarbonation de l'agriculture, de décarbonation de l'élevage, par exemple. Et cette table ronde d'ailleurs se fera en présence du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui nous fait le plaisir d'être ici alors qu'il a une semaine pas facile avec les inondations. Voilà, donc il sera là, il me l'a confirmé demain. Et puis, comme je vous le disais, on en reparlera aussi demain lors de la table ronde sur l'avenir des technologies pour sauver la planète. Voilà, et on se retrouve en début d'après-midi. Remercier, on se retrouve en début d'après-midi. Très bonne continuation pour cette journée.